est de retour, il est 15h30. On est ravis d'être avec vous. On est en direct pour l'événement #influenceur ton business, organisé par les digiteurs de la CCI Paris-Île-de-France. Soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez. Si vous nous avez suivi depuis ce matin, on est ravis de vous retrouver. Et puis pour celles et ceux qui découvrent cet événement, nous allons aujourd'hui, pour cette troisième table ronde, convier 3 influenceurs qui ont démarré sur LinkedIn il y a quelques années maintenant et qui en ont fait leur métier. Je retrouve en plateau Ruben Tayeb. Bonjour Ruben. Bonjour tout le monde. Ce monsieur a 43 000 abonnés sur LinkedIn. On verra un petit peu, il partagera son aventure et son expérience. Nous retrouvons également Jérémy Bendayan, influenceur Splash, qui a une agence de production de contenu. Exactement, enchanté, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Jérémy. Et Shubham Sharma, qui lui a démarré sur YouTube et qui a réussi à capitaliser son audience sur YouTube pour aller sur LinkedIn. Exactement. Bonjour. Merci beaucoup. Shubham. Alors merci à tous les trois d'être parmi nous pour cet événement #influence ton business. On va tout de suite commencer par vos histoires respectives parce qu'elles sont très différentes, mais elles vous ont conduit finalement au même métier, celui de faire de votre passion un métier. Ruben, Shubham et Jérémy, comment sont nées vos activités d'influenceur sur LinkedIn? On commence avec vous, Jérémy. Allez, j'introduis, je lance le bal. Moi, si tu veux, Pierre, je me suis lancé il y a 2 ans. Pour te raconter, c'est un peu une histoire assez banale. En fait, j'avais investi dans une start-up et un logiciel SaaS qui s'appelle Casper.io. Et en fait, il cherchait ses premiers clients et il n'avait pas de stratégie d'acquisition. Il cherchait un petit peu à se développer. Et je lui ai dit, écoute, ce serait pas mal de faire une vidéo sur LinkedIn où tu fais une sorte de présentation de ton concept, de ton produit. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais la faire. Et donc, je me suis mis de face caméra. J'ai pris mon ordi, j'ai fait une capture d'écran vidéo. Je me suis enregistré et j'ai fait une vidéo d'une dizaine de minutes ou à peu près où j'ai présenté le produit qui était assez intéressant. En fait, le produit il est assez simple. Ça te permet de trouver le mail de n'importe qui en utilisant LinkedIn. Donc, dans une prospection B2B, c'est assez efficace. Et à l'époque, je me rappelle, tu pouvais trouver des mails de personnalités assez connues. Et donc, j'avais expliqué comment ça marchait, etc. Et la vidéo avait fait le buzz. Il avait fait quasiment 8000 inscrits avec cette vidéo. Avec une seule vidéo. Et plus de 150 000 vues sur le contenu. Et en B2B, c'est assez énorme. On se rend pas compte, mais 150 000 vues dans le cadre d'une acquisition B2B, 8000 inscrits en même pas quelques jours, c'est énorme. Et donc, il a lancé son business grâce à ça. Et je me suis dit, OK, il y a un marché, il y a quelque chose à faire. Donc, moi-même, pour mon propre business, je vais mettre à produire du contenu, faire des vidéos et utiliser LinkedIn comme une vraie source d'acquisition pour chercher du client. Et vous aviez des connaissances particulières à la base quand vous avez démarré cette activité-là? Donc pas du tout. La première vidéo pour cette startup, pour la faire décoller, il y avait des prérequis là-dessus ou pas? Alors sur la création de contenu vidéo, non, pas du tout, parce que j'ai utilisé mon simple ordinateur et je fais une capture d'écran vidéo avec un outil. À l'époque, je me rappelle plus c'était lequel, mais non, pas vraiment. C'était vraiment artisanal. Et en fait, j'ai créé une vidéo assez simplement, tout seul avec mes propres outils. Je l'ai diffusée et puis ça a viralisé, puisque là, LinkedIn, ce qui est intéressant, c'est que c'est un réseau social. On en parlera après, mais où le reach organique est assez fort. Lorsque tu publies sur ton compte personnel, tu vas publier un contenu. Il est possible que des gens voient ce contenu même s'ils ne font pas partie de ton réseau. Et donc, tu peux gagner en visibilité, en viralité sur un contenu. Et le contenu n'était pas spécialement méga travaillé, mais il était assez simple et il a viralisé. Donc, j'avais pas spécialement de connaissances particulières avant de me lancer sur la plateforme. J'ai voulu tester. Par contre, j'avais des connaissances en marketing digital puisque c'est mon métier, l'acquisition, voilà. Mais pas de connaissances sur la création de contenu, quoi. Ruben, votre agence Le Cocon, c'est une agence spécialisée dans la génération de leads. De leads, c'est ça. Comment elle a démarré finalement cette agence? Moi, j'étais commercial dans une agence de référencement naturel à la base. Puis je me suis dit, je voulais toujours publier sur les réseaux sociaux, je savais pas trop comment faire, etc. Puis je me suis dit, bon, je vais commencer. De toute façon, tout le monde commence par quelque chose. Et je m'étais rappelé des règles sur Twitch. Et sur Twitch, il y a des créateurs, donc c'est une plateforme de jeux vidéo, en fait, de streaming de jeux vidéo. Les gens regardent, il y a beaucoup d'enfants qui regardent, en fait, des joueurs professionnels jouer aux jeux vidéo. Sauf qu'en fait, les créateurs de contenu respectent un calendrier. C'est-à-dire qu'ils streament, on appelle ça streamer, ils streament tous les jours de telle heure à telle heure. Donc je me suis dit, je vais publier tout simplement tous les jours et je vais voir ce que ça donne. Et en fait, en l'espace de quasiment 8 mois, j'avais déjà 15 000 abonnés. Puis en fait, les likes augmentaient de poste en poste. Donc vous publiez sur quel réseau? Je publie sur LinkedIn. Sur LinkedIn, d'accord. Donc c'est une revue de presse en fait de ce qui se passait sur Twitch appliquée à... Pas du tout, c'était vraiment des publications à la base. C'était bonjour, bonne semaine le lundi, bon week-end le vendredi. Puis entre-temps, je prenais des informations sur Madines par exemple, sur les dernières levées de fonds. Puis je redistribuais l'information avec une petite touche de design propre, avec mon petit logo, mon petit nom, prénom, mon lien LinkedIn. Et en fait, je faisais ça tous les jours. Et tous les jours, je publiais ce qui me passait par la tête.
Et en fait, au fur et à mesure du temps, il y a des personnes qui m'ont dit j'aimerais bien que tu publies des choses sur l'algorithme LinkedIn, que tu fasses des recherches sur ces sujets, est-ce que tu veux qu'on monte un groupe ensemble, donc on a commencé à constituer des groupes de personnes qui publiaient aussi sur LinkedIn pour faire des tests. Donc en fait, on rétribuait les tests du calcul de l'algorithme, comment il fonctionnait, comment exploiter LinkedIn, etc. Je donnais des conseils. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit il y a une grosse audience quand même, c'est pas mal. Et il y a beaucoup de personnes qui venaient me voir pour me demander conseil. Et à un moment donné, je me suis dit, je quitte mon emploi et je focus sur juste répondre aux besoins en monétisant en fait tout simplement la réponse. Et j'ai commencé à faire du service, donc 1 client, 2 clients, 10 clients, 100 clients, et en fait ça faisait que venir. Donc j'ai recruté 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Donc là aujourd'hui on est 4 chez Le Cocon, et en fait on fait vraiment de la génération de leads appliquée principalement, on exploite principalement LinkedIn, et c'est appliqué après sur tout l'ensemble des possibilités pour justement générer des opportunités d'affaires. Et moi je suis resté sur ça en publiant vraiment 1 fois par jour, tous les jours. Et au fur et à mesure, les gens prenaient en fait le créneau, étaient connectés pendant ce créneau-là et revoyaient 1 fois, 2 fois, 10 fois la publication. Au début, ils se disent je vais pas interagir, j'ose pas, etc. Et puis en fait, au fur et à mesure, ils mettent un like, puis au final, ils mettent un commentaire, puis en fait, ils viennent envoyer un message. En fait, de fil en aiguille, c'est arrivé à une communauté de 43 000, 44 000 même bientôt abonnés. Et on reviendra bien sûr sur votre activité quotidienne sur ces réseaux-là dans quelques instants. Mais avant cela, on présente également Shubham. Alors vous êtes ex-développeur et du jour au lendemain, vous avez décidé de vulgariser les techniques de développement avec justement du no-code sur YouTube que vous appliquez aux particuliers professionnels. Racontez-nous un petit peu cette histoire qui vous a conduit derrière sur LinkedIn. C'est vrai qu'en fait, à la base, donc je suis développeur, donc on pourrait dire que généralement, on a tendance à catégoriser les développeurs sur des personnes qui vont pas forcément être hyper marketing, ou en tout cas des personnes qui vont se mettre en avant. Et en fait, moi, du coup, j'ai pas du tout commencé avec YouTube. À l'époque, je vivais à New York, et il y avait un truc qui s'appelait Snapchat à l'époque, qui est l'ancêtre des stories Instagram. Je dis l'ancêtre, Snapchat n'est pas mort. Bref, en tout cas, c'était pas du tout pour une audience développeur. C'était pas du tout. À l'époque, il y avait vraiment que des jeunes, et j'avais commencé à faire des stories Snapchat tous les jours. Donc à l'époque, il y avait un mouvement du vlog qui existait. Moi, j'avais inventé le slog, donc le Snapchat blog, et je faisais des stories tous les jours pendant 365 jours. Et en fait, ce que ça m'avait appris de faire, donc à la fin, j'avais à peu près 1000 vues par story, qui à l'époque était génial, parce que pour ajouter quelqu'un sur Snapchat, fallait vraiment scanner son QR code. Il n'y avait pas de discovery ou quoi que ce soit pour découvrir les profils. Et j'avais appris un truc, c'était évidemment raconter des histoires, évidemment parler devant un téléphone, et surtout désacraliser la création de contenu, parce que une des choses qui fait souvent peur, et moi ce qui me faisait peur, c'était pour créer du contenu, faut le penser, faut regarder ce que tu vas dire, faut voir s'il y a une leçon ou pas. Et en fait, quand tu commences sur Snapchat, t'as 10 secondes, tu dis ce que tu veux. Et en fait, les gens étaient là parce que ils aimaient bien moi qui explique quelque chose. Donc souvent là, c'était les chroniques de New York. Et petit à petit, j'ai réussi à comprendre qu'en fait, mon audience à cette époque-là, qui était certes très jeune, était assez intéressée par ma vie, ce que je faisais. Et ce que je faisais, c'était de l'informatique. Je bossais pour une boîte là-bas. Et donc, je me suis dit, attends, ça serait génial, parce que dans 10 secondes, j'ai pas le temps de dire grand-chose. Ce serait génial si je pouvais faire ça sur YouTube. Et donc, défi fou, on commence une chaîne YouTube. Je trouve un nom, et puis c'est bon, je publie la vidéo le lendemain, et ça marche pas du tout. D'accord. Parce que YouTube, c'est pas pareil que Snapchat. YouTube, il y a tellement de monde déjà, il y a tellement de contenu déjà, et donc c'est là où j'ai commencé un petit peu à trouver mon positionnement. J'ai mis beaucoup de temps. Au début, j'ai fait de la vulgarisation informatique, donc expliquer aux gens qui ne connaissent pas l'informatique ce que c'est et comment ça fonctionne. Et petit à petit, en fait, je me suis dit, attends, qui sont les personnes de qui je suis entouré, qu'est-ce que ces personnes-là trouvent en moi qui est intéressant, et en fait c'était expliquer à ces personnes-là comment faire du marketing, comment faire de la création d'applications, comment faire de l'automatisation, qui généralement sont des problématiques de business des PE, PME aujourd'hui. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui sur YouTube, c'est des vidéos pour expliquer aux gens comment bien s'organiser, bien utiliser des outils no-code, qui ne demandent pas aujourd'hui la connaissance technique pour coder, et comment l'employer pour leur business. Donc c'est devenu au final, après 2-3 ans, une chaîne de contenu éducatif pour les entreprises, pour qu'ils comprennent un peu mieux comment utiliser les outils d'aujourd'hui. Et on reviendra avec vous à la suite de cette émission sur la facilité déconcertante justement d'avoir transformé cette audience YouTube en canal d'acquisition LinkedIn avec des clients qui vous ont rejoint depuis quelques années maintenant. Vous avez respectivement tous les trois 15 000 abonnés pour vous, Shubham, Jérémy Ruben aux alentours de 43 000. Ma question s'adresse également à vous trois. À combien de personnes considère-t-on qu'un profil LinkedIn est véritablement influent et véritablement intéressant, Jérémy ?
Alors, je sais pas si on veut parler d'influence LinkedIn. Oui. Tu vois, parce que si tu compares un peu avec d'autres réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Snapchat qui sont plus matures, tu as des influenceurs. Et encore aujourd'hui, on les appelle moins les influenceurs, on les appelle les créateurs, souvent les créateurs de contenu, et moins les influenceurs parce que notamment c'est TikTok qui a amené ça. TikTok aujourd'hui, si tu as une communauté de plusieurs millions d'abonnés, en fait, si tu crées un contenu et qu'il n'est pas créatif, même si tu as déjà des millions d'abonnés, ton contenu ne viralisera pas. Donc en fait, il y a un enjeu maintenant, c'est les influenceurs, si on peut les appeler, même s'ils ont une grosse communauté, doivent tout le temps se réinventer et créer du bon contenu. Ça suffit plus d'avoir une grosse communauté. Donc en fait, si tu veux, la notion d'influenceur, elle commence à changer un peu. On parle de créateurs de contenu. Donc je nous considère un petit peu comme des créateurs parce que l'algorithme LinkedIn fonctionne un peu de la même manière. Alors c'est sûr que quand tu as un réseau qui est déjà conséquent et que tu vas publier un contenu, il va être vu potentiellement par un plus grand nombre. Mais je te garantis que si demain je crée un contenu sur LinkedIn qui est purement commercial, ultra agressif, signé avec moi, je fais des vidéos super, je vais faire un reach qui est catastrophique. À l'inverse, si je crée un contenu qui est plutôt éducatif, sympa, où j'apporte de la vraie valeur à mon réseau, donc si je mets de la force dans mon contenu, dans la qualité, il va viraliser. Donc en fait, on peut plus vraiment parler si tu veux, d'influenceurs, mais plutôt de créateurs, de créatifs. Et je vais donner un exemple assez simple. Il y a une de mes collaboratrices qui s'appelle Diane. Je l'ai rencontrée comment ? Il y a 1 an et demi, lors de la création de ma boîte, la deuxième boîte, elle avait 200 abonnés sur LinkedIn. Elle a fait une vidéo, un CV vidéo où elle se présentait, d'accord ? Et elle a fait 100 000 vues sur sa vidéo avec 200 abonnés. Donc c'est bien que le nombre d'abonnés ne compte plus beaucoup sur LinkedIn et sur d'autres plateformes. Et comme ça, elle a trouvé un job chez nous. Et aujourd'hui, elle crée du contenu régulièrement. Elle a 2000 abonnés, mais elle fait un reach qui est, je sais pas, peut-être plus important que nous trois. Chaque vidéo qu'elle sort, c'est quasiment 100 000 vues. Elle en sort une par semaine, mais elle travaille énormément. Elle la pense vraiment pour LinkedIn. Elle a sous-titres, elle a la bonne durée, elle a trouvé le bon mécanisme et tout. Et elle fait beaucoup de reach. Pourtant, elle n'a pas un gros volume d'abonnés. Donc, ce qui est important, je parlerai pas d'influenceurs, mais je parlerai de créatifs. Et aujourd'hui, moi, ce que je trouve qui est important, c'est de se concentrer sur la qualité du contenu. Et non pas regarder le réseau de la personne avec qui vous travaillez. Moi, je parlerai pas d'influence. Shubham, même question. À partir de combien de personnes sont considérées comme un personnage influent, un profil influent sur LinkedIn? Justement, moi, je vais juste rapidement reprendre le parallèle de YouTube. Souvent, quand on voyait les grosses chaînes YouTube de l'époque, c'est souvent des humoristes, des personnes qui faisaient du divertissement, etc. Et c'est vrai que si on vient sur une niche qui va être hyper ciblée sur quelque chose d'assez B2B, etc., évidemment, on va pas avoir autant d'abonnés. Et en fait, très vite, on se rend compte que le nombre d'abonnés veut pas dire grand-chose, parce que ce qui compte, c'est combien de gens voient ce qu'on publie, en fait. C'est ça qui compte, c'est le reach. On en parlait tout à l'heure, c'est sur une publication, combien de gens tu vas toucher. Et faut pas évidemment oublier que c'est des vraies personnes qui, à un moment donné, sont tombées dessus et puis ont gardé en leur tête ce que vous avez posté. Et donc, la vraie question, c'est pas forcément combien tu as d'abonnés, etc., parce qu'on peut avoir des comptes même sur YouTube ou même sur LinkedIn, des comptes qui ont 20-30 000 abonnés mais qui ne publient rien, évidemment, leur reach est moins bon que des gens qui ont certes moins d'abonnés, qui publient plus. Donc, en réalité, c'est pas vraiment le nombre d'abonnés qui va compter, mais à la fin de la semaine, combien de reach t'as fait? Alors, parlons du reach. Qu'est-ce que le reach? C'est un indicateur, justement, mais précisez un petit peu pour celles et ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas le reach, c'est combien de personnes tu vas arriver à toucher avec un post, une vidéo ou encore un sondage ou quoi que ce soit. Et souvent, on va considérer, en tout cas, moi, c'est comme ça que fonctionne et j'aimerais bien avoir votre avis aussi, c'est que c'est pas en une fois qu'on va gagner quelque chose, c'est pas en une fois que quelqu'un va cliquer. On est en train de construire une marque, que ce soit avec une marque personnelle ou une marque avec sa société, et qu'en fait, c'est la répétition. Pour avoir un acte, ne serait-ce qu'un clic, il faut que la personne le voit la chose plusieurs fois. Un acte d'achat, je crois qu'il faut 9 points de contact avant un acte d'achat. Donc en fait, on est en train de créer une marque ici. On est en train d'être présent dans la vie digitale d'une personne. Et donc, le nombre d'abonnés, c'est pas vraiment ça qui va jouer. Ruben, vous les rejoignez justement c'est un parallèle. Jérémy et Shubham m'ont dit exactement ce qui est totalement vrai, mais c'est comme quand vous voyez une personne, en fait, la première fois que vous la voyez, c'est juste un bonjour, vous discutez un peu, puis la deuxième fois, la troisième fois, puis en fait, si vous la voyez régulièrement, à la fin, ça devient une amie, ça devient un ami. Donc, forcément, les abonnés, entre guillemets, c'est un peu la même chose. Alors après, faut dire une chose, il n'y a pas vraiment de nombre d'abonnés. Ça c'est clair et net. On peut faire, moi, des fois, je vois des publications qui sont énormément vues, qui ont beaucoup de reach. Enfin, je regarde, ils ont 200, 5000 abonnés, et ils ont vraiment. Après, le contenu, en fait, il y a plusieurs paliers. C'est-à-dire, on regarde d'abord le nombre d'abonnés, forcément, c'est intéressant. Après, il y a aussi la qualité du contenu. Donc, l'audience, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment voir le contenu va s'intéresser aussi à la personne et à la qualité du contenu qu'ils vont faire. Donc ça, c'est deux paramètres qui sont essentiels. Après, c'est sûr que plus on a d'abonnés, plus théoriquement le contenu a de vues, mais c'est pas parce qu'on a
énormément d'abonnés, que le contenu aura du... La qualité du contenu, pour moi, c'est mais c'est vraiment le cœur, le nerf de la guerre. La qualité du contenu et la fréquence. La fréquence aussi, c'est hyper important. Sur ce que disait, oui, Jérémy, allez-y. Un truc que je veux dire que Shubham m'a dit aussi qui était intéressant, c'est sur le côté de niche aussi. Si tu veux, ce qui est important aussi, c'est, Shubham parlait, c'est-à-dire que des fois, tu as un créateur de contenu, ou un influenceur, on l'appelle comme on veut, mais qui a 10 000 abonnés, mais il parle d'un sujet qui est très technique, qui adresse une cible. Exemple, la cible des développeurs, les CTO, ils s'adressent aux CTO, ceux qui veulent, ou les directeurs marketing, et ben, il va pouvoir monétiser son audience beaucoup plus efficacement, puisque même s'il s'adresse à même s'il a un réseau qui est plus petit, son audience est ultra qualifiée. Il va regarder ses contenus plus longtemps, va interagir beaucoup plus, il va avoir plus d'engagement. Ça qu'il faut aussi prendre en compte. Et ça tombe bien, on parlait de niche, on a une première réaction de Jean-Yves qui nous dit « Je vois mal l'exploitation des influenceurs dans le courtage en assurance vie épargne retraite ». Quelle est votre réaction là-dessus, tous les trois? Faut trouver l'angle. Alors après, c'est du courtage, voilà, mais vous pouvez répéter la question? Alors, c'est une réaction. Je vois mal l'exploitation des influenceurs dans le courtage en assurance vie épargne retraite. Ouais, bah alors, après, on est sur de la niche, mais là aussi, il y a un créneau à prendre, forcément. La gestion de patrimoine, c'était la même chose. Les avocats, c'était la même chose. Et en fait, on arrive toujours à trouver un angle qui permet de... Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, quand on s'adresse à une niche, qui fait, en effet, essentiellement ce travail-là. Mais après, il y a toute la niche qui touche ce travail-là. C'est-à-dire que je vais m'adresser typiquement à cette niche. Il y a des personnes qui travaillent et qui accompagnent des clients qui sont dans ce domaine. Il y a des personnes qui sont dans ce domaine et il y a des personnes qui ont de la famille ou des amis dans ce domaine. Et ces trois catégories de personnes, en fait, sont des relais d'opinion aussi. Et en fait, ils vont reprendre le contenu et pouvoir le partager et le diffuser plus loin. C'est un angle qu'il faut trouver. Il y a toujours un moyen de trouver et de diffuser du contenu sur un angle. Bien évidemment, il y a des sujets où c'est plus délicat que d'autres. Pour rejoindre un métier assez identique, c'est les métiers d'avocat. Les métiers d'avocat, c'est aussi, faut faire attention à son image. C'est très important d'être au plus haut de sa qualité de prestation. Et donc, forcément, l'image qu'on renvoie doit être qualitative. Mais c'est pas pour autant que sur TikTok, on retrouve, je sais que Jérémy, t'as ton père qui est dentiste, c'est ça? Qui est cardiologue. Et cardiologue. Et pareil, il fait du TikTok. Et on aurait pu se dire, non, mais un dentiste sur TikTok, non. Non, je pense qu'il y a un angle à trouver. Honnêtement, il y a un angle à trouver. Et faut tester. Personne n'a testé. S'il a testé, il n'a pas réussi. Ok, mais il faut tester. Surtout que l'auditeur qui parle, est-ce que le courtage d'assurance vie, ça marche pas? Tu regardes une startup comme Alan. Alan, c'est une startup dans l'assurance. C'est la meilleure réponse. Ils ont réussi je crois qu'ils ont levé 100 millions d'euros. C'est une licorne maintenant. Ils ont un parc client qui explose de mois en mois. Et ils ont communiqué uniquement via LinkedIn. Alors, pas avec de l'influence sur LinkedIn, mais en tout cas, en créant du contenu sur la plateforme, du contenu qui était adapté. Et ils ont trouvé leur cible. Donc, ça marche. Il est possible aujourd'hui, peu importe le business, de créer du contenu sur la plateforme LinkedIn en adaptant le message et réussir. 15h47, continuez à nous poser vos questions, à envoyer vos réactions et on posera bien sûr l'ensemble des questions à la toute fin de cette émission. Je vous invite bien sûr, puisque on est dans la toute dernière ligne droite pour tenter de gagner un smartphone. Rendez-vous sur le compte Instagram des Digiteurs. Vous n'avez plus que 15 petites minutes avant le tirage au sort qui aura lieu à 16h30. Tirer son épingle du jeu, s'armer de patience, on l'a compris au travers de vos témoignages, au travers de votre réponse. C'est aussi cette approche-là qu'il faut avoir quand on se lance dans le grand bain. Pour vous, Ruben, c'est un travail de tous les instants, près de 8 mois, quasi quotidiennement, vous étiez sur LinkedIn. Parlez-nous quand même, parce qu'on en a parlé un petit peu, mais continuez à nous parler de tout cela. Parce que pour installer un socle d'audience, il faut s'armer de patience. Vous avez quitté un job en CDI, c'est ça, pour du jour au lendemain? Ah, tout à fait. Voilà. J'ai quitté un job en CDI pour mettre en auto-entrepreneur. Ça, faut être conscient. C'est un risque et tout. Je pense que c'est ma future femme qui serait le plus à même d'en parler, parce que LinkedIn, c'est devenu un peu un compagnon de vie. C'est-à-dire que pour faire du contenu, faut aussi mettre les moyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut pas non plus regarder ça d'un peu loin et te dire je vais faire un contenu de temps en temps. Soit on y va à fond, soit on y va sérieusement, soit c'est pas trop la peine. Et après, faut pas non plus penser directement à l'argent. C'est souvent la première réflexion qu'on se dit, c'est je vais faire ça pour l'argent. C'est pas du tout une motivation suffisante parce que déjà il arrive très très tard par rapport aux actions qu'on fait. Et quand vous parlez quasi quotidiennement d'une présence quasi quotidienne, c'était combien d'heures par jour? Ça pouvait jusqu'à 6 heures par jour entre les interactions, les créations des contenus, la lecture des contenus, les interactions avec les autres contenus. Ça peut. Alors, en moyenne, j'ai entre 3 et 4 heures par jour et tous les jours du lundi au dimanche. Pendant 8 mois, ça a été ça. Après, j'ai baissé la cadence concrètement parce que ça prenait vraiment trop de place. Mais ce temps-là, ça me permettait de créer mes contenus. Forcément, il faut du temps. Il faut compter entre 30 minutes et 2 heures pour un contenu qui soit de qualité. Et encore, moi, je parle uniquement sur LinkedIn, sur des images, sur des carousels, sur des textes.
Pour des vidéos, c'est encore plus de temps pour ces sujets. Après, il faut compter du temps pour interagir, parce qu'il y a une communauté. Donc forcément, si vous donnez du contenu, il faut interagir, il faut répondre aux commentaires. C'est déceptif de pas répondre aux questions. Ça, c'est aussi la base, c'est le numéro 1. Ça, c'est important. Et puis, il faut engager les personnes qui réagissent aussi. Forcément, si vous êtes dans une niche, s'il n'y a pas 1 million de personnes, on peut répondre à 1000 personnes. Donc, c'est voilà, beaucoup de temps. Jérémy, vous nous parliez de cette fameuse vidéo, 100 000 vues pour lancer cette fameuse startup, et derrière, producteur de contenu. Yes. Le storytelling, c'est le nerf de la guerre, c'est cela? Oui, il faut savoir raconter des histoires, c'est-à-dire apprendre à raconter des histoires, peu importe le business, essayer de trouver l'angle, comme l'a dit Ruben tout à l'heure, et pouvoir bien raconter une histoire sur la durée. Shubham l'a évoqué tout à l'heure aussi, il faut des points de contact. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque je produis du contenu sur LinkedIn, je vais essayer d'avoir un maximum de points de contact avec mon audience et de publier régulièrement. Moi, c'est peut-être un petit peu moins que Ruben, mais c'est à peu près 3 fois par semaine, ce qui est déjà pas mal. Et j'essaye de communiquer régulièrement avec mon audience, et je crée différentes typologies de contenu. Du contenu qui va être plutôt éducatif, où là, je vais délivrer des conseils, des astuces, des sortes de tutos. Des contenus aussi un peu plutôt promotionnel, où là je vais dire j'ai signé tel client, on a accompagné tel projet, et des fois d'autres types de contenus qui sont différents. J'essaye de garder, par exemple, le fait que je participe à cette émission est aussi un élément important, que je partage à mon réseau, à mon audience, qui me légitimise auprès de mon réseau. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de points de contact avec son audience, de produire du contenu et de créer cette histoire, raconter cette histoire sur la durée, afin que les personnes viennent nous contacter, ce qu'on appelle un peu l'inbound marketing. C'est-à-dire le fait que les prospects viennent à nous sans qu'on ait à les démarcher, au lieu d'aller les capter en les démarchant. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, pour aller chercher du prospect, chez Splasher, dans mon entreprise, on décroche quasiment pas le téléphone. Notre premier commercial, on l'a recruté il y a 3 mois. D'accord, en effet. Donc pendant 2 ans, on n'avait pas de commerciaux, on faisait que l'inbound marketing. Et en fait, tous les prospects venaient à nous grâce à la création de contenu. Donc effectivement, il faut ça raconter une histoire, et moi je la raconte aujourd'hui principalement en vidéo sur mon compte. Et vous, Shubham, vous nous parliez de votre démarrage sur Snapchat, où vous racontiez sur une année votre métier de développeur, que vous avez voulu rendre d'ailleurs plus sexy, ce qui vous a conduit à aller sur YouTube pour justement prendre le temps d'expliquer un petit peu les rouages de ce métier-là. Il y a aussi la peur de créer. Comment vaincre cette peur de créer du contenu? Comment fait-on justement pour se mettre en scène? Parce qu'on est face à une caméra, encore faut-il se raconter, accepter son image. Comment on fait justement pour vaincre tout ça? En effet, on peut se poser la question, et je pense là, admettons, moi si j'étais un cabinet de courtage d'assurance vie, admettons, voir que aucun de mes pairs est en train de se mettre devant une caméra et de raconter qu'est-ce qui est sexy dans ce métier, ou en tout cas qu'est-ce qui va potentiellement amener des clients. Le chemin entre là et un jour que quelqu'un nous découvre parce que on a fait cette vidéo, il est loin. Mais ce qu'il faut regarder, c'est pas forcément la raison initiale pour laquelle on fait. Quand on se dit, on va commencer à faire du contenu, on va se dire, ok, c'est tant d'argent ou tant de temps que je mets pour avoir un ROI après. Et c'est souvent comme ça qu'on a tendance à raisonner, parce que dans le business, on raisonne comme ça. C'est normal, un investissement et un retour sur investissement, ce qui est normal. Là, on est en train de créer une marque, en fait. Et donc, quand on crée une marque, demander d'un coup si le fait d'avoir fait tel panneau publicitaire ou tel panneau publicitaire alors qu'on commence a eu un impact ou pas, c'est peut-être trop tôt pour se poser cette question. Évidemment, au bout d'un moment, quand on va être Coca-Cola, on va avoir un budget panneau publicitaire et puis on va pouvoir avoir un ROI. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que quand on est au début, souvent, le résultat est encore trop loin et on se dit, en fait, ça sert à rien. Sauf que ce qui fait la différence entre, on parlait d'Alan tout à l'heure, où je parle de tous les influenceurs aujourd'hui qui font du contenu investissement. Aux États-Unis, il y en a plein. Il y a des boîtes d'investissement, des boîtes d'assurance vie qui mettent énormément d'argent sur la table pour pouvoir avoir des liens d'affiliés, etc. sur ces personnes-là. C'est parce que ça marche et parce que il y a une connexion 1 à 1 avec cette personne-là. C'est-à-dire que, en gros, on n'a pas une connexion d'une marque vers une personne, on a une connexion d'une marque vers quelqu'un. Et du coup, évidemment, ça a ses risques et ça fait peur de se mettre en avant. Moi, ce qui avait marché, c'est de désacraliser totalement la peur. On a aujourd'hui une possibilité de pas du tout se mettre devant la caméra. On fait on monte des images, on fait du voice-over, c'est-à-dire quand on fait, je crois pas avoir vu la tête de Ruben énormément sur LinkedIn parce que justement, il fait des carousels, il fait du texte, il fait des images, on peut même faire des images avec des logiciels aujourd'hui qui existent, des vidéos sans montrer sa tête. Donc, on n'est pas obligé de passer par cette case facecam. Donc ça, c'est la première idée. Et la deuxième, si on a vraiment envie de faire du facecam, dans ces cas-là, je pense que bien écrire son texte au début, si jamais on a vraiment envie de faire ça, et puis se faire aider.
par un monteur, potentiellement quelqu'un qui l'a déjà fait, et pas forcément commencer dans sa chambre avec une lumière aujourd'hui qui est pas bonne, parce qu'il y a un niveau de qualité minimum aujourd'hui. On ne doit pas improviser aussi, hein, c'est cela. Oui. Non mais c'est hyper vrai ce qu'il dit, et c'est vrai que Shubham a raison sur ce sujet. Tout le monde a enfoncé des portes à un moment donné dans sa vie, et en fait c'est ça qui est intéressant dans sa vie, dans son métier. Et tout le monde enfonce des portes. On a enfoncé des portes, on a été les premiers sur tel ou tel sujet. Je sais pas, ceux qui ont peut-être des commerces, qui ont mis en scène peut-être la galerie ou la vitrine d'une telle façon à arrêter tout le monde, quelque chose d'assez drôle, etc. Bref, faut trouver quelque chose où en fait on a déjà enfoncé une porte, on n'a pas fait comme les autres. C'est quelque chose qui va intéresser du monde parce que justement ça sort un peu du cadre, un peu généraliste, et donc du coup les gens aiment la nouveauté, et c'est aussi du contenu qu'ils viennent chercher. Et c'est le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que faut pas hésiter à créer du contenu, parce que généralement les gens s'en souviennent peu. Après, vous avez Facebook, Snapchat, TikTok, LinkedIn, Pinterest, les mails, les SMS, les appels, etc. Vous avez des distractions par dizaines quotidiennement. Vous vous souvenez pas du dernier post de l'influenceur ou du dernier post de la personne qui est assis à côté de vous. Vous vous souvenez jamais ça. Donc en réalité, il faut aussi être conscient que de toute manière, le syndrome de l'imposteur, faut le contrer, c'est-à-dire la peur de créer du contenu. Et c'est ce que Shubham a très très bien résumé. Donc il faut vraiment se lancer. On réfléchit, on se pose. Bien sûr, on n'improvise pas. Hein. Je suppose, Jérémy, que là aussi, quand vous accompagnez vos clients, vous vous posez autour d'une table et le brief, il faut qu'il soit complet, bien détaillé, de façon à ce qu'on ne commette pas d'impair et qu'on se tire pas de balle dans le pied, je suppose. Alors moi, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'accompagne un client, bien évidemment, s'il vient me voir, c'est qu'il veut professionnaliser la chose. Oui. D'accord ? Et donc je vais l'aider, je vais l'accompagner à développer ça de façon plus efficace. Mais par contre, je pars du principe qu'aujourd'hui, on est dans un monde, le monde du snack content, c'est-à-dire comme l'a dit Ruben, on consomme du contenu sur plein de réseaux, plein de plateformes. Le contenu, il est devenu sandwich, il est devenu jetable. Je le prends, je le jette. Donc en fait, si je mets trop de moyens dans mon contenu, je passe trop de temps, c'est aussi un problème. Donc en fait, si tu veux, pour se lancer, moi ce que je conseille même à des gens qui démarrent, c'est de se lancer, peut-être pas forcément mettre tous les moyens au départ, de se prendre avec un iPhone, de tester, de se lancer, puisque le contenu, de toute façon, il va avoir une durée de vie qui est très courte. Au bout de quelques jours, les gens ne s'en rappelleront plus. Et puis, il vaut mieux en créer que ne pas en créer. Donc, en fait, au contraire, lancez-vous. C'est pas grave si c'est fait à l'iPhone. C'est pas grave, s'il y a peut-être pas tout le matos au départ. Par contre, effectivement, si on va aller plus loin, ou là où je rejoins Shubham, c'est que sur la durée, après, il faut arriver à se professionnaliser, à créer du contenu un peu plus haute qualité pour aller conquérir une audience qui est plus large, pour aller chercher des clients sur la durée. Voilà. Et donc ça c'est un sujet, mais en tout cas, je veux dire, lancez-vous, testez par vous-même et après professionnalisez la chose. Et dernier truc que je voulais dire, qui est aussi important pour revenir sur l'auditeur de tout à l'heure, c'est que qui parlait de lorsque j'ai une cible à aller chercher, j'ai un métier qui est pas du tout sexy, l'assurance vie, et que je veux communiquer, je veux créer du contenu. Qu'est-ce que je vais dire ? Je vais prendre mon téléphone, je vais parler de l'assurance vie, ça intéresse pas grand monde, ou alors il faut que je le tourne bien, ou sur des sujets qui sont peut-être un peu différents. Donc, en fait, par exemple, la stratégie d'Alan, qui est une start-up dans les assurances et dans la mutuelle, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, nos métiers sont pas hyper sexy, la mutuelle, c'est pas hyper sexy à vendre, parce qu'on le prend, c'est une garantie, c'est un truc qu'on paye, on est obligé de le faire. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer du contenu pour notre cible, mais pas forcément du contenu en rapport avec notre business, mais du contenu autour. Par exemple, notre cible, c'est les créateurs de start-up ou les gens bossant en start-up. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer du contenu qui s'adresse à cette cible. Donc, je vais parler de packs d'actionnaires, de levée de fonds, de machin. Et du coup, je vais capter ma cible avec un contenu qui est différent. Mais du coup, je vais arriver après à potentiellement pousser des produits un peu plus professionnels. Voilà un peu l'idée. Donc, c'est se dire, en tout cas, pas forcément créer du contenu en rapport avec un sujet précis, mais essayer d'aller plus loin dans la création. Je vais vous poser la question que l'on vous pose quotidiennement, messieurs. Quelles sont les stratégies les plus efficaces, finalement, sur LinkedIn, les stratégies éditoriales les plus efficaces, Shubham ? Ça va faire une bonne suite à comment ne pas avoir peur de créer du contenu, parce que dans le mot créateur, il y a le mot créer, il y a le mot partir de zéro, et en fait, personne part de zéro, personne crée, personne invente quelque chose, on réutilise tous quelque chose. Et du coup, une des stratégies qui marche très bien, c'est de rien créer du tout, et de faire de la curation, de regarder un petit peu de tout ce qui marche bien dans son secteur. Assurance vie, c'est quels sont les acteurs et les taux les plus intéressants. 18 ans, est-ce qu'on doit commencer à investir dans une assurance vie ? 30 ans, est-ce qu'il est déjà trop tard ? Et en fait, c'est des questions que les gens qui sont dans votre cible se posent. Et du coup, on n'est pas obligé de réinventer la roue là-dessus. On va sur les sites qui
qui s'affiche le premier quand on tape ça sur Google. On prend ça, on regarde les infos les plus intéressantes. On utilise un logiciel comme Canva ou quoi que ce soit pour pouvoir le rendre un peu plus joli. On met sur des slides et c'est bon, on a créé du contenu. Et ça marche assez bien parce qu'on n'a pas besoin de créer du contenu. On réutilise le contenu de quelqu'un d'autre pour le diffuser. Et en fait, le fait que ça soit nous qui le créons avec notre voix, c'est notre contenu. Et du coup, c'est la manière la plus simple et aussi selon moi, la plus efficace. Donc là, on est sur l'expertise, sur le chemin de l'expertise, effectivement, être capable de délivrer des expertises dans son domaine. Quelles sont les stratégies éditoriales les plus efficaces pour vous, Ruben, sur LinkedIn, par exemple? Déjà, le fait de mettre en avant les portes qu'on a déjà enfoncées, son quotidien. Je veux dire, on n'a pas tous la même vie, que ce soit d'ailleurs privé ou pas, professionnel ou non. C'est vraiment diffuser les portes qu'on a enfoncées. Donc, c'est les choses qu'on a faites, que les autres personnes n'ont pas fait. Et mine de rien, ne serait-ce que lancer une entreprise, monter une entreprise, d'aller déposer ses statuts, c'est une porte qu'on a enfoncée. Et il y en a énormément qui attendent justement ce retour-là. Après, je pense que faut pas trop réfléchir. Moi, au début, je mettais du bonne semaine, des bons week-ends. Donc voilà, faut y aller. Et il y a un sujet qui est assez facile pour avoir justement du bon contenu et pour savoir par où commencer, c'est d'aller demander directement à la cible, aux personnes en fait qui sont censées consommer le contenu et qui sont censées acheter les services si c'est dans un cadre professionnel, qu'est-ce qu'ils veulent voir tout simplement. Aller leur demander ça et regarder un petit peu, trier les réponses et de se dire ok, j'ai un angle et j'y fonce. Le live sur les réseaux sociaux, c'est devenu forcément la base. Quel est votre point de vue sur LinkedIn Live? Faut-il que je démarre tout de suite et que je fasse des lives sur LinkedIn Alors, je serais pas à même de répondre. Je laisserai la parole peut-être à Ruben et Shubham qui ont déjà lancé des lives. Donc peut-être vous avez parce que moi j'en lance pas. J'ai pas lancé de live. Pourquoi Parce que ça prend du temps. D'accord. Et que il faut des outils. Et que moi, je vais pas dire que je suis un fainéant de la création de contenu, mais j'essaie de me dire comment je vais faire en sorte que ça me prenne le moins de temps possible, que ce soit le plus efficace. Et de la même manière, c'est comme ça que je choisis mes réseaux sociaux. Par exemple, il y avait Clubhouse récemment qui est sorti. Oui. Je me suis rendu compte que c'est un réseau social où il fallait passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour avoir du lead. Et j'avais beaucoup moins de lead que sur LinkedIn. Donc je me dis, bon, même si c'est intéressant et ça permet d'avoir du lead, je vais pas me concentrer mes efforts dessus. Parce qu'il y a beaucoup de networking sur Clubhouse pour l'instant. Hein. Attends, mais je vais quand même baser. Donc moi, je me dis, si j'ai déjà testé le live, c'était compliqué à faire, c'était compliqué à organiser, ça n'a pas rapporté beaucoup. Donc live LinkedIn, non. Par contre, webinar, oui. Webinar organisé sur Livestorm, j'en fais. Ça me ramène du prospect, c'est intéressant qu'on s'est préparé à l'avance en amont. Les lives, j'en fais moins parce que c'est un peu plus spontané. Et lorsque j'en ai fait, ça m'a pas ramené spécialement de lead. Donc j'ai préféré arrêter. Après, peut-être mes amis ont Ruben. Votre avis? Moi, j'ai beaucoup utilisé les lives, justement. D'accord. Et justement, parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur YouTube, pour moi, faire une vidéo, ça prend beaucoup de temps. Parce que faut la préparer, faut la monter, faut la diffuser, etc. Un live, c'est ok, j'ai un sujet, j'ai une belle miniature, c'est parti, go. Et évidemment, après, il y a les effets d'annonce. On peut annoncer le live d'avant, ça peut être un webinar mais diffusé. Et le principal avantage du live, c'est qu'en fait, on peut le remarketer aussi derrière. Ça veut dire qu'en gros, une fois qu'on a fait le contenu, ici, on est en train de faire ça en live, on peut couper des bouts, les remarketer derrière. Évidemment, ça prend plus de temps, mais c'est une bonne manière de créer du contenu sans forcément trop réfléchir, de savoir un petit peu ce qu'on va dire et puis de parler. Et je pense que pour moi, ça a bien marché comme stratégie. Sur l'année dernière, je pense que j'ai dû en faire une trentaine sur ma chaîne YouTube et pas mal aussi co-diffuser en même temps sur LinkedIn. Et ça a très bien marché pour moi parce que justement, peu de préparation. Donc environ 3 par mois, peu de préparation pour une efficacité. Ruben, vous aussi, là, sur les lives. Ouais, alors les lives LinkedIn. Le live en général, c'est extraordinaire. Ça permet la spontanéité, c'est du contenu en direct. Comme on le fait aujourd'hui. Réagir. C'est génial. Ouais. Voilà, on vient d'avoir une question, on y a répondu et la personne peut justement et tout le monde peut interagir. Donc ça c'est génial. C'est vraiment l'avantage du live. Et puis on peut savoir instantanément si un contenu plaît ou pas en fait. Donc ça aussi c'est l'avantage. Aussi, ce qu'a dit Shubham, c'est hyper pertinent. C'est vraiment la grosse puissance. Je dirais que ça compte pour 3/4 sur la production d'un live. Après LinkedIn, moi, j'ai fait 3 semaines, un live par jour pendant 1 heure, 1 heure et demie, avec 2 heures de préparation en amont. Donc, j'ai mis vraiment les moyens de le faire. J'ai fait passer beaucoup de personnes sur ces sujets, notamment Jérémy. Et en fait, bon, le live LinkedIn, c'est une technologie qui est encore, on va dire, c'est un nourrisson. C'est encore en train d'être implanté techniquement parfaitement dans la plateforme. On peut pas la faire tout de suite tout seul. Hein. Alors déjà, faut remplir un formulaire, faut être en attente. C'est encore en bêta, c'est-à-dire c'est encore en travail et ça prend que 1% du nombre d'abonnés. Donc forcément, ça n'adresse pas en direct, en tout cas, à beaucoup de personnes. Mais par contre, c'est un énorme potentiel pour créer du contenu pour après le rediffuser par la suite sur d'autres plateformes.
On est en direct, il est 16h03. Nous clôturons le jeu Instagram. Rendez-vous à partir de 16h30 pour le tirage au sort et tenter de gagner avec notre partenaire Orange un smartphone grâce à Orange et les digiteurs. On parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur avec vous, Ruben. Justement, quand on démarre une stratégie d'influence sur les réseaux sociaux et ici sur LinkedIn, faut-il être expert, Shubham? Faut-il être expert quand on se lance sur LinkedIn, comme vous l'êtes avec justement votre métier de développeur, votre ex-métier de développeur? C'est marrant parce que moi j'ai une théorie qui dit que si on a le syndrome de l'imposteur, c'est que on va dans la bonne voie, ça veut dire qu'on va chercher un peu plus loin de ce qu'on est déjà et de toute façon... On sort de sa zone de confort. Voilà, il y aura toujours quelqu'un qui saura toujours mieux que nous, sauf que notre différence, c'est que justement on est en train de le partager et que le partage, c'est un jeu à somme positive, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a partagé quelque chose qu'on ne l'a plus. Et la plupart des savants, tous les savants ne sont pas des grands partageurs. Il y a des personnes qui ont partagé, qui ont écrit des bouquins, etc. Et ça a bien marché pour eux et on les connaît et on sait qui ils sont. En revanche, il y en a plein qui savaient des choses extraordinaires mais qui ne l'ont pas diffusé. Et c'est dommage. Et justement, je préfère faire partie des gens qui, certes, peut-être ne savaient pas, ou en tout cas savaient un peu moins que les autres, parce que forcément, il y a toujours des experts dans la niche qui ne partagent peu, etc. Parce qu'ils sont tellement focus sur leur expertise. Et justement, nous, on peut un peu se retirer de ça, être un tout petit peu moins expert que les autres. En revanche, on va être les porteurs du message. Et ça a beaucoup plus d'impact parce que l'expert, il va uniquement regarder ce qu'il fait, il va certes faire une contribution majeure à son environnement, à sa niche. Par contre, nous, on va être les porteurs du message, on va être les personnes qui vont la diffuser. Et ça a énormément d'avantages d'être cette personne-là. Donc, évidemment, on ne pourra pas être cet expert en même temps. Donc, est-ce qu'il faut être expert pour commencer? Évidemment que non. La curation est un premier moyen de ne pas l'être et juste d'utiliser le savoir des autres. Et petit à petit, en fait, en parlant des choses, parce que le fait de créer du contenu, ça nous oblige aussi à le penser, à l'apprendre et surtout à l'expliquer. Et quand on explique quelque chose, on vient de le comprendre. Et c'est le meilleur moyen de devenir expert. Jérémy, une question. Faut-il être expert pour se lancer dans le grand bain de l'influence sur les réseaux sociaux et ici LinkedIn? Alors, je crois que Shubham a quasiment tout dit. J'ai quelque chose à dire. Non, mais tous d'accord. Enfin, moi, en tout cas, je suis d'accord. Et je vais rajouter même que aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui fait un expert? Un expert, c'est quelqu'un qui va prendre la parole sur un sujet au final. Mais qu'est-ce qui définit son expertise? Encore une fois, c'est un sujet bien vague, parce que comme l'a dit Shubham, il y a des mecs qui sont très experts qui prennent jamais la parole, d'autres qui sont peut-être un peu moins, mais qui au moins parlent. Donc, il n'y a pas vraiment de notion d'expert. En tout cas, ceux qui sont experts, c'est peut-être ceux qu'on voit le plus, qui sont le plus visibles. C'est peut-être un point important. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, ce que je rajouterais juste, c'est que il est possible pour tous de créer du contenu, puisqu'on a tous un smartphone dans la poche qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Il fallait passer à la télé pour être expert ou à la radio. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que tout le monde peut se targuer d'être expert. Il suffit de sortir son téléphone, de parler d'un sujet. Et d'ailleurs, ça crée même des dérives. On parlera pas de sujet, mais dans la politique, ça peut faire des ravages, puisqu'il y a plein d'intox, de sujets qui sont retravaillés. Donc en tout cas, et le maître mot, je pense, de ce qui se dit aujourd'hui, c'est lancez-vous, vous avez un smartphone, vous le prenez, vous le posez sur un trépied, vous le mettez face cam et vous lancez. C'est un peu l'idée. Ruben, on pense à tort ou à raison que LinkedIn, c'est un réseau social B2B. Est-ce un frein, si ça l'est en tout cas B2C? Oui, on pense à tort. Alors, je dis à tort ou à raison, je ne sais pas, vous allez nous répondre. Est-ce que LinkedIn est finalement un frein quand on souhaite développer son activité? Alors, déjà sur la partie d'expert, il faut savoir que aucun dans cette salle ne m'a dit un jour je suis expert de ça. Pourtant, vous l'êtes tous. L'expert, on définit quelqu'un par expert, c'est jamais l'expert qui le dit, c'est toujours les autres. Donc ça, il faut juste le prendre en compte, c'est que quand on se met à fond dans un sujet, au bout d'un moment, on commence à nous appeler expert. Le sujet, vous voulez répéter la question? Alors, justement, est-ce que l'on considère à tort ou à raison que le réseau social LinkedIn est un réseau B2C? Est-ce un frein quand on veut démarrer une stratégie grand public? Non. Alors oui, il y a des règles de communauté qui sont écrites, qui sont traduites, qui sont en place, qui sont d'ailleurs dont des personnes qui sortent de ça sont sanctionnées, bien évidemment. Après, il y a des énormes succès B2C sur LinkedIn. Il faut d'abord prendre les personnes qui sont inscrites sur LinkedIn avant d'être des professionnels. C'est des individus. Donc forcément, ils ont des intérêts qui vont tout autre, qui se portent sur autre chose que le travail au quotidien. Et d'ailleurs, des contenus B2C, il y en a énormément qui fonctionnent. Alors, je vais peut-être laisser parler des succès. Je vais laisser parler Jérémy sur ses succès, notamment Respire, le slip français, etc. Il y en a pas mal qui ont bougé. Mais non, je pense que déjà à partir du moment où on s'adresse à des contenus, à des individus, les personnes ne vont pas sur LinkedIn en se disant je vais parler de travail. Ils vont sur LinkedIn pour consommer du contenu parce qu'ils aiment ce réseau social. 22 millions d'utilisateurs LinkedIn
en France, dont 10 millions actifs quasi quotidiennement, ou du moins tous les mois pour les 10 millions d'actifs sur LinkedIn. Parlons justement de ces success stories, la marque Respire qui est incarnée par sa chef d'entreprise Justine. Ce qui est incroyable, c'est que cette fille a fait une vidéo sur LinkedIn, elle avait déjà une communauté sur Instagram, mais elle avait moins d'abonnés, elle avait une vingtaine de 20 000 à peu près, 20 000 abonnés. Sur LinkedIn, elle a publié une vidéo, elle a fait plus d'1 million de vues et elle a lancé sa marque comme ça. Et je crois qu'elle a fait quasiment 2 millions d'euros de chiffre d'affaires de pré-vente de son produit, quasiment que grâce à LinkedIn. Donc ça a été un énorme booster. Et en fait, en marketing, on m'a toujours appris une chose. Lorsque j'étais sur les bancs de l'école, on m'a dit va cibler ton audience là où elle se trouve. Et bien sur LinkedIn, tu as des salariés. Mais ce sont bien des consommateurs B2B et B2C, puisqu'ils sont salariés de boîte, ils peuvent être mes clients en B2B, mais ils consomment aussi, ils vont au Monoprix acheter leurs courses, ils vont chez H&M acheter des fringues. Et un exemple qui est plutôt sympa, si on veut parler de vêtements, t'as Célio, il y a même pas un mois, qui a lancé une campagne d'influence sur LinkedIn. J'ai oublié le nom de cette campagne, mais c'est une campagne d'influence où ils ont pris des influenceurs LinkedIn, ils leur ont offert des produits Célio. Et en gros, le concept, c'était comment tu t'habilles en télétravail, comment tu t'habilles un peu décontracté en télétravail. Et t'avais le caleçon Célio en bas et le t-shirt Célio en haut, donc un peu corpo en haut et en bas en caleçon. Donc c'est un peu le concept. Et la marque, c'est une marque qui est une cible B2C, mais elle sait que son audience est peut-être cadre, donc elle a utilisé LinkedIn. Donc encore une fois, il faut casser les barrières et se dire. Et lorsqu'on est une marque B2C, je pense que même c'est encore plus une opportunité pour une marque B2C de se déployer sur LinkedIn, parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Et donc ça permet de se démarquer. Quand tu es une marque B2C, comme on n'a pas l'habitude de le voir, tu vas pouvoir créer du contenu qui est un peu innovant. Tu vois, on en a marre de voir des pubs de logiciels SaaS sur LinkedIn ou des pubs d'agences. On est capable de raconter des histoires. On le voyait tout à l'heure avec Respire. Respire, c'est des produits cosmétiques, mais c'est aussi tout un autre univers de bien-être, de sport, et c'est ce qu'a réussi d'ailleurs sa chef d'entreprise Justine. Bien sûr, avec une culture d'entreprise qui est assez forte, avec une entreprise durable, éthique, etc. Donc il y a plein de messages que tu peux faire passer qui sont intéressants, qui vont permettre de démarquer et, comme on le disait tout à l'heure, de raconter ton histoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est se dire comment je vais raconter une histoire sur la durée. La fabrication des produits, c'est incroyable de voir en fait les dessous de la fabrication des produits de Respire, la fabrication du supplément. Bref, il y a des histoires à raconter qui tournent autour de ces sujets. Le cadre professionnel, faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on va pas parler, on va éviter en tout cas, moi c'est pas ce que je recommande de parler de religion, de sexe ou de politique. Mais par contre, on peut en effet parler des dessous d'une marque B2C et ça ne fait que améliorer, augmenter la notoriété des marques qui vont directement au consommateur. Shubham, on peut faire du B2C sur un réseau qui a priori est considéré comme B2B, c'est ça, LinkedIn? Ouais, moi ce que je dirais c'est en marketing, on va chercher les gens là où ils sont. Et si notre cible, elle est sur LinkedIn une partie de sa journée, qui est le cas pour beaucoup de personnes aujourd'hui, et si cette cible fait partie de la cible de notre produit, de ce qu'on vend, on va aller la chercher là-bas. Et est-ce qu'on peut faire du B2B dans le métro? Oui, en fait, parce qu'il y a des gens qui prennent le métro et qui font du B2B. Donc en fait, c'est pas forcément une question de réseau, c'est où est-ce que la personne passe son temps. Avant, les gens, faisaient beaucoup de kilomètres aux États-Unis pour aller d'un endroit à un autre. Du coup, on mettait des gros billboards. Maintenant, les gens, que ça soit dans leur voiture, c'est pas évident, mais il y en a, ils le font. Ils passent quand même un peu de temps à regarder leur téléphone. Quand ils sont dans le métro, c'est pas les affiches qu'ils regardent, c'est leur téléphone. Quand ils marchent, c'est leur téléphone. Donc, à un moment donné, faut être sur le téléphone. En tant que pub, en tant qu'influenceur, organique, pas organique. Mais il faut se poser la question, où est-ce qu'ils sont sur leur téléphone? Est-ce qu'ils sont sur TikTok? Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Et c'est là où, en fait, on va aller chercher la visibilité. Et du coup, si ces personnes-là passent leur temps sur LinkedIn, c'est un réseau comme un autre dans lequel on doit être présent. On parle de temps. Les chefs d'entreprise, le temps, c'est quand même une valeur très précieuse pour les chefs d'entreprise. Comment est-ce qu'on gère justement le quotidien de ces réseaux sociaux-là quand on n'y connaît pas grand-chose et qu'on décide de se lancer dans le grand bain? Alors vous, effectivement, vous avez décidé de vous attaquer à tout cela parce que votre métier quand même était pas si éloigné que cela. Pour des personnes qui sont dans d'autres secteurs, qui ne connaissent pas grand-chose, comment on gère ça quotidiennement quand on n'y connaît rien? En fait, il y a deux stratégies quand on commence de zéro. Soit on délègue, soit on fait nous-mêmes. Si on veut déléguer, on peut aller voir une agence ou alors voir un influenceur directement qui est dans notre niche. Je reprends l'exemple. Je suis courtier en assurance vie. Mon but, c'est de vendre de l'assurance vie. Il y a des gens qui parlent de personal finance, qui parlent de comment investir, etc. Je vais les voir et je leur dis, hey, ça te dit pas de parler de mon produit, tu prends tant de pourcentage ou alors je te paye tant. Ou alors je vais voir une agence et je leur dis, voilà, faites un contenu pour moi. Moi, j'ai pas le temps. Par contre, j'ai de l'argent. Par contre, si j'ai le temps, dans ces cas-là, je vais commencer à le faire moi-même. Et c'est ce
qui au long terme va payer le plus, parce que les gens vont s'attacher à votre marque, etc. Et donc, quoi qu'il arrive, à un moment donné, on sera en train de faire du marketing dans sa boîte, on va rattacher tout ça à notre image perso. Du coup, quel temps il faut? Tout dépend quel est le temps que vous avez, en fait. Et du coup, si on nous demande, mais combien j'ai besoin d'avoir pour ça? Si on pense que le ROI va arriver du jour au lendemain, c'est pas le cas. Il faut rester sur la durée, il faut rester avec de la fréquence. Et donc, il faut se prévoir peut-être 6 mois pour tester et tester un réseau avec un type de contenu et puis on voit. Et si on peut se faire aider sur la création de contenu et tout, c'est génial. Mais si on peut pas, il faudra tout faire soi-même. Vous, Jérémy, c'était la réponse est automatiser, c'est ça? C'est le plus possible. Alors peut-être pas automatiser, mais en tout cas se dire prioriser. Prioriser, d'accord. Prioriser, c'est-à-dire se dire, on fait un test, on voit que ça ramène peu ou pas sur la durée. Donc moi je priorise et je fonctionne. Par exemple, je donne un exemple tout bête. On est une marque, il y a 50 réseaux sociaux aujourd'hui entre LinkedIn, Facebook, Insta, TikTok, Snap. Priorise, je peux pas créer du contenu partout. Donc, je vais essayer de trouver là où c'est le plus facile pour moi d'en créer. Aujourd'hui, nous, c'est LinkedIn. Ça a été Clubhouse, ça marche moins. C'est le mail. Ça marche moins, mais ça risque de décoller. Peut-être, ça changera. En tout cas. On a Ruben qui est un peu sceptique. Non. Je fais un petit coucou à toute la team de Clubhouse. Moi, ça a marché pour moi, en tout cas. Mais ça a marché, moi aussi, ça. Mais en tout cas, se dire, c'est en tout cas, je priorise et je me dis où est-ce que ça va être le plus facile pour moi de créer du contenu, où est-ce que ça va prendre le moins de temps. Parce qu'effectivement, le temps, c'est hyper important. Et on peut pas passer du temps que sur le marketing dans une boîte. Il y a d'autres choses à gérer. Il y a l'opérationnel, il y a peut-être les achats, il y a d'autres choses. Donc en fait, le marketing, c'est pas la totalité d'une boîte, c'est une partie. Donc on va pas passer 6 heures de temps pendant 8 mois comme l'a fait Ruben. Non, on peut également solliciter une agence, on peut solliciter des personnes comme moi justement. Et c'est aussi tout l'objet de notre table ronde pour cet événement #influence ton business. On va poursuivre également sur les budgets. Ruben, faut-il investir des 1000 et des 100 justement sur LinkedIn? Des millions minimum. Vous n'avez pas 1 million là, c'est pas possible. Faut investir, pareil, faut investir du temps. Ça c'est un cas. Alors, qu'est-ce qu'on appelle à dépenser? Vous avez deux postes principaux de dépenses. Vous avez les dépenses en effet en achetant du temps à des agences, tout simplement, des compétences, ou en faisant de la publicité. Bon, ça a été revu, la publicité LinkedIn. Il faut une certaine compétence dans la publicité pour pouvoir s'y atteler, avoir des résultats qui sont assez corrects. Il faut un certain budget aussi. On a fait des tests avec des dizaines de milliers d'euros. Bon, ça n'a pas été concluant. Soit on a été mauvais, soit la plateforme est aussi pas aussi évoluée que Facebook, que voilà. Faut comprendre aussi que LinkedIn, c'est beaucoup de recrutement de base qui de plus en plus arrive sur de la création de contenu. En termes de budget, faut allouer du temps. Donc après, ça dépend. Vous pouvez mettre des tickets de 500 € pour une agence, comme une formation, comme voilà. Il y a pas vraiment de prix. C'est vraiment au cas par cas pour le coup. Mais faut attribuer du temps, forcément. Après, l'avantage de LinkedIn, pour le coup, c'est que c'est le réseau le plus ouvert qu'on a au niveau professionnel à l'heure actuelle, d'ailleurs le seul. Et vous pouvez adresser directement des messages directement par des personnes que vous trouvez dans la barre de recherche. Donc après, en termes de budget, ce que je recommande, en effet, pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin en termes de visibilité, en termes de scale, c'est-à-dire à aller toucher des milliers, voire des dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes, en effet, aller sur de la dépense budgétaire, budget publicitaire. Pour les autres, vous avez l'avantage de pas besoin de dépenser de budget, d'aller voir directement votre cible en faisant des recherches, tout simplement dans la barre de recherche de LinkedIn, et trouver les personnes qui seront des décideurs, qui ont la décision, qui portent la décision de dépenser le budget auprès de vos services, vos produits ou autres. Donc vous avez la possibilité de gratuitement aller voir des personnes et leur dire bonjour, je vends ça, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, et de dérouler après. LinkedIn a une capacité peut-être organique plus performante que les autres réseaux sociaux. Et c'est aussi peut-être un réseau social où les sponsors sont plus chers, non? C'est ça ou bien pas? Sûr, oui, bien sûr, les sponsors les CPM, les coûts par mille, les coûts de diffusion sont beaucoup plus chers sur LinkedIn que sur d'autres plateformes, Facebook ou TikTok. Et ce que je voulais rappeler, notamment quand tu parlais de budget Pierre, moi, je vais être très agressif, mais peut-être volontaire. C'est aujourd'hui, on peut se lancer avec 0 € de budget. Pourquoi avec 0 € de budget? Parce que si tu veux, on en parlait tout à l'heure, le reach organique, la portée organique d'un post, elle peut être très forte sans mettre de budget. Je prends l'exemple de Diane qui a fait un CV vidéo sur LinkedIn. Elle a posté son CV vidéo, il a fait 100 000 vues, elle a gagné son job avec 0 € de budget. Demain, t'es une entreprise, tu présentes tes Casper, tu présentes ton produit avec une vidéo, tu fais 100 000 vues, tu fais 8 000 inscrits en quelques jours, 0 € de budget. Donc encore
une fois, ça reste du temps. Donc, Reach organique, on précise, c'est le nombre de la personnes portée qu'on a organique. atteint. La portée organique, exactement. Donc en fait, tu peux aujourd'hui réussir avec 0 €. Et ça sur n'importe quel canal d'acquisition, que tu sois en B2B, en B2C. Aujourd'hui, en fait, il faut juste être malin et te dire où est-ce que la portée, sur quel réseau social la portée organique est forte. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, en B2C, alors souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur des canaux où la portée organique est forte, et notamment TikTok. TikTok, tu crées une vidéo sur TikTok, tu peux faire des millions de vues sans mettre 1 € de budget média. Instagram, mais pas partout sur Instagram. Les posts Instagram, non. Les stories Insta, non. Mais les Reels sur Instagram. YouTube, t'as YouTube, les vidéos classiques. Tu peux faire des vues en organique sur la durée, mais t'as maintenant une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Short sur YouTube, qui cartonne au GS et qui commence à arriver en France. On en parlait tout à l'heure avec Shubham. Donc en fait, il faut être malin, faut se dire et prioriser. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas aller partout, passer par pied, mais se dire, OK, je vais trouver certaines plateformes où la portée organique est forte. Si la portée organique est forte, j'ai pas besoin de mettre de budget média supplémentaire pour être visible. Et du coup, je vais produire en priorité du contenu sur ces plateformes. Ça ne veut pas dire que je vais pas passer par des agences pour produire du contenu. Ça ne veut pas dire que je vais pas mettre de budget média du tout. Mais au moins, je commence comme ça. Et je peux démarrer avec 0. Je fais la même question. Ouais, quand je disais tout à l'heure, soit c'est de l'argent, soit c'est du temps. Je pense qu'il y a moyen de un peu hacker ça, bidouiller ça. Je pense qu'en effet, LinkedIn, vu que les personnes qu'on va aller toucher sur LinkedIn vont potentiellement avoir plus d'argent que les personnes qu'on va toucher, qui vont être plutôt des jeunes, on va dire sur TikTok, sur lequel il va y avoir peut-être plus de portée. Et en fait, c'est le nombre de billets qu'on va avoir dans notre portefeuille. Est-ce que c'est un billet de 5 ou un billet de 10 ou un billet de 100? Et en fait, ça va dépendre de ça. Ça va dépendre de ça. Sur LinkedIn, souvent, les sponsors coûtent plus cher ou en tout cas peuvent rapporter plus d'argent parce que justement, il y a des personnes qui ont peut-être plus de pouvoir d'achat. Et sur TikTok, il y a une portée énorme en ce moment. Par contre, il y a aussi de plus en plus de personnes qui sont sur LinkedIn, qui vont petit à petit sur TikTok. Donc, ça fait augmenter la valeur de TikTok. Et TikTok, pour le coup, ont une interface qui est très, très bien faite pour nous faire rester dessus. Et je peux vous dire que moi, j'ai passé du temps sur TikTok et que si on commence à consulter du contenu assez éducatif, assez bien fait, etc., on peut y passer des heures. Et là, pour le coup, la valeur TikTok augmente parce que je suis potentiellement une personne qui va rapporter plus d'argent à TikTok si un jour j'achète quelque chose chez un influenceur. C'est 50 minutes par jour en moyenne par utilisateur sur TikTok. Et il y a une rétention de 90%, ça veut dire qu'en moyenne, les internautes reviennent en 90% du temps le lendemain sur la plateforme. C'est monstrueux, 50 minutes par jour. Le public est en plus de cela captif, on le voit effectivement avec ces chiffres. On va passer à la toute dernière ligne droite de notre table ronde puisque celles et ceux qui nous suivent ont la possibilité de vous poser toutes leurs questions. Et la première d'entre elles, c'est effectivement sur la portée organique des pages entreprises. Les pages entreprises sur LinkedIn sont-elles aussi visibles que les autres réseaux sociaux? Je pense notamment peut-être les pages et les comptes sur LinkedIn. Alors quand on est une entreprise, vaut-il mieux avoir un compte ou une page entreprise, Shubham? La réponse simple, c'est évidemment les pages d'entreprise n'ont pas autant de visibilité que, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que oui. Les pages d'entreprise, LinkedIn a un but, c'est de vous faire payer de la pub. Vous êtes une entreprise, donc évidemment, il donne moins de moins de visibilité. C'est comme sur Instagram, vous switchez votre compte en mode pro, vous avez moins de visibilité parce que Instagram veut que vous payiez de la pub. Pour le coup, les comptes organiques, personnels ont beaucoup plus de visibilité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir l'un ou l'autre? Je pense qu'il faut avoir les deux, mais il faut juste bien choisir un petit peu ses batailles. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on veut avoir une page d'entreprise pour que quand quelqu'un aille sur cette page, que ça soit carré, ça soit pro, ça représente la marque, ça représente les valeurs de la marque. En revanche, la plupart de notre activité qui va rapporter va être sur les pages personnelles. Je sais pas si quelle est. Je suis d'accord. 100% d'accord. On a une autre question de la part d'Audrey. Comment gérez-vous le monitoring des commentaires positifs et négatifs? Quel temps faut-il y consacrer et comment le considérer, Ruben? Oula. Alors comment on génère là justement comment gérer du nombre de commentaires? Forcément, quand vous en avez 3000, c'est pas la même chose que quand vous en avez 3. Comment vous le monitorez? Vous prenez un fichier Excel, vous y allez. Après, il y a des applications qui permettent de monitorer un peu toutes ces réponses en amont, en tout cas au niveau des statistiques. Réponses positives, réponses négatives. Faut y aller les mains dans le cambouis. Il y a quand même peu. En fait, il y a peu d'outils qui sont développés sur LinkedIn et grâce à LinkedIn avec l'API LinkedIn, parce que l'API LinkedIn qui permet aux outils de se développer est relativement fermé comparé à Instagram, Facebook, etc. Donc, si la question c'est comment monitorer et combien de temps passer à les monitorer, des réponses, ça dépend du nombre de réponses, mais il faut passer au moins 30 minutes, 1 heure par jour, au moins à répondre aux messages aussi, parce qu'il y a l'un va avec l'autre. Mais après, je voudrais juste ajouter, c'est un bon problème à avoir. Ouais. C'est-à-dire que si on a beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions, c'est plutôt bon signe. Et donc, au début, je peux vous dire que toutes les fois où j'ai des posts qui ont cartonné, j'étais pas à la fin. J'étais fatigué, mais j'étais hyper content. Parce que ça veut dire que mon post, il a cartonné. Il y a des gens qui prennent du temps, qui écrivent et qui veulent une réponse. Enfin, beaucoup ne veulent pas de réponse, mais c'est génial.
Oui, l'objectif, c'est de susciter des réactions. Donc c'est vraiment un problème de riche. Et moi, je dis, le jour où ça arrive, il faut prendre le temps de répondre parce que ça crée du lien avec son audience, on crée de l'engagement et derrière, sur la prochaine vidéo, ils vont interagir encore et ça fait des fidèles. Et c'est tout le jeu des réseaux sociaux. On a peut-être évoqué la prochaine question, mais on va vous la poser malgré tout à vous, Jérémy. Avez-vous un conseil pour débuter? C'est la question de Vincent. Pour débuter dans le grand bain des influenceurs. Quel est votre conseil? Pour débuter dans le grand bain des influenceurs ou débuter dans le grand bain et lancer sa marque. C'est un peu, alors un peu les deux à la fois finalement. C'est un peu des deux à la fois. Et, en tout cas, ce que je veux dire, c'est moi le maître mot, on l'a dit tout à l'heure, c'est de pouvoir se lancer sans calcul, Et pour ça, je vais prendre un exemple. Je sais pas si vous connaissez tous, c'était plutôt sur Instagram, mais il y avait le restaurateur turc qui s'appelait Nasri, et qui sale sa viande très artistiquement. Ce mec-là, il a rien fait de fou. Sa première vidéo, c'est quelqu'un qui l'a filmé avec un smartphone et il a salé une viande de façon très stylée. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette vidéo a été publiée sur Instagram, ce qui était le canal où il y avait le plus de portée organique, on l'a dit tout à l'heure, à l'époque. Et du coup, il a explosé et maintenant, il est devenu méga successful. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que on est tous en capacité de produire du contenu. Si tu es restaurateur, si tu es avocat, tu peux montrer ton expertise. Demain, si t'es restaurateur, t'es sushi man, quelqu'un te filme dans ton restaurant en train de faire des sushis de façon très stylée, avec des flammes, des machins, tu publies sur le bon canal. Et c'est la deuxième partie, c'est pouvoir créer du contenu. On peut tous en produire. Une fois que tu l'as créé, il faut le diffuser, mais le diffuser sur la bonne plateforme, là où la portée organique est la plus importante. Il y a LinkedIn, t'as TikTok, t'as Reels, t'as Short, t'as Spotlight sur Snapchat, t'as YouTube, qui est aussi un canal intéressant. Donc, on va trouver la plateforme et après, si tu veux, la dernière étape, c'est d'être régulier. C'est pas de se dire, je vais publier pendant un certain temps, après je parle plus pendant 6 mois à mon audience, c'est d'être régulier. C'est-à-dire de créer un lien qui est fréquent avec ton audience pour qu'elle te voie, qu'elle te revoie et qu'elle puisse avoir plusieurs points de contact avec toi pour après acheter ton produit ou ton service. Donc, en 3 points pour résumer, se lancer et produire du contenu. Une fois qu'on en a produit, parce qu'on peut tous en produire, qu'on soit avocat ou restaurateur, je l'ai montré ici, il faut trouver la bonne plateforme. Et une fois qu'on a trouvé la bonne plateforme, l'organique est fort, il faut pouvoir répéter l'effort. Laura nous pose la question suivante. Comment est-ce que vous véhiculez votre authenticité? Qui souhaite répondre à cette question? Après, moi, j'ai pas forcément réfléchi initialement là-dessus parce qu'en fait, je me suis jamais dit oh tiens, je vais parler différemment sur LinkedIn ou sur mon YouTube que quand même, parce que je suis venu d'un monde qui est Snapchat, etc., où en fait on monte son chez soi et justement c'est ce qui fait l'authenticité de la plateforme, c'est qu'on veut regarder les coulisses, on veut regarder les backstories. Et du coup, quand j'ai commencé sur YouTube, c'était plus ou moins normal. La seule différence, c'est que au début, j'écrivais pas mon texte et du coup, c'était très brouillon, très n'importe quoi. Et puis quand j'ai commencé à écrire mon texte, je me suis dit tiens, je deviens de moins en moins authentique. Et donc une des manières, c'était au lieu d'écrire du texte, faire des bullet points, donc écrire les sujets. Et puis après, j'étais plus authentique. Donc pour moi, c'était plutôt naturel. Donc je suis peut-être pas la bonne personne. Je sais pas si vous. Mais il a tellement raison. En fait, on est vraiment dans la vie comme on nous voit. Enfin, il y avait pas de question d'authenticité, il y avait pas de question on s'est dit oui, alors je vais faire genre ou je vais faire semblant, ça n'existe pas. Mais moi j'ai rencontré beaucoup de créateurs de contenu parce que j'adore ça et parce que j'ai eu l'occasion de le faire et honnêtement, ils sont vraiment dans la vie sur leurs vidéos. C'est les mêmes personnes. Et donc, véhiculer l'authenticité, c'est pas du tout véhiculer une authenticité. Je pense que je prends pas bien la question, en tout cas, mais faut vraiment y aller spontanément, comme on est, y aller, et ça va plaire à des personnes. Si on a des amis dans la vraie vie, c'est que forcément, on est une personne sympathique. Et qui n'a pas d'amis? Après, moi je nuance un petit peu parce que je suis d'accord avec eux. Il faut être authentique parce que si t'es pas authentique et que tu joues un rôle, tu marcheras pas sur la durée. Par contre, il y a un jeu des réseaux sociaux, c'est le côté, on appelle ça le clickbait aux US, en français le putaclic. C'est le fait d'être assez agressif des fois et de surjouer lorsqu'on écrit un message. Choubal Madi, il a changé certains posts en bullet point parce qu'il sentait que dans l'écriture, des fois, il était peut-être un peu plus agressif ou peut-être un peu forcé. Moi, ça m'arrive effectivement de temps en temps à forcer mon message pour attirer plus de clics parce que je sais que lorsque je vais avoir un ton qui est un peu plus agressif, un peu plus en mettant en avant un succès ou autre, je vais avoir plus de clics. Tandis que si je suis plus neutre et voilà. Donc en fait, l'idée c'est des fois, de temps en temps en tout cas, pour plaire aux algorithmes, il faut peut-être un peu surjouer, mais sur la durée, ça ne marche pas. Je vous rejoins totalement. Autre question de Jalise. Comment une entreprise de niche dans le secteur du jouet peut-elle intéresser des cibles en communiquant sur des valeurs de tolérance et de diversité, monsieur les experts? Moi, je peux répondre, mais en fait, c'est la même réponse que Respire. Respire, c'est une marque de déodorant, et pourtant, elle a eu un message qui est très éthique.
Elle a dit mon produit il est 100% naturel parce que à l'époque j'avais un cancer sous les selles. Je me suis rendu compte que les produits, les déodorants qui existaient à l'époque étaient avec plein de produits chimiques. Donc elle a beaucoup parlé du côté naturel, du côté éthique, de la transparence de sa boîte. Et au final c'est une boîte de déodorant. Donc on peut faire la même chose dans le jouet. En tout cas, on a des valeurs. Chaque entreprise ont des valeurs. Ils ont des histoires à raconter. Il faut ne pas tricher, il faut raconter ces valeurs-là et dévoiler ses coulisses sur les réseaux sociaux. Et on peut arriver sans aucun problème. Et l'exemple de Respire le prouve bien. On va continuer sur justement les démarrages. Comment monétiser lorsqu'on commence? Comment monétise-t-on? Alors c'est peut-être difficile puisque quand on commence, a priori, on part sur un socle d'audience qui la niche peut-être. Ouais, après si on veut absolument monétiser, c'est-à-dire qu'on veut absolument faire en sorte que le contenu qu'on crée soit monétisable. Une des meilleures manières, c'est d'aller sur une niche très précise et d'apporter du contenu et de faire en effet de la formation ou alors de faire des deals de sponsoring quand on est créateur. Hein. Je parle purement d'un point de vue créateur. Aujourd'hui, je suis dentiste. On va dire que pas un dentiste n'aura pas besoin de monétiser, mais admettons je suis dentiste, j'ai besoin de monétiser ça. Je sais que mes collègues dentistes ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Soit je peux vendre des outils, etc. Mais c'est compliqué parce qu'il faut les faire, etc. Il y a une logistique et tout. En revanche, je peux vendre de la formation sur comment passer la certification XYZ qui me permet de passer à Dentiste plus 10, j'en sais rien. Je peux vendre de la visibilité à des marques qui vont venir me sponsoriser pour que moi vu que je fais de la visibilité envers les dentistes m'écoutent. Et le but, avant tout, et c'est pour ça que je suis pas très partant pour comment monétiser au plus vite, parce que il faut créer du trust, donc en fait, il faut que les gens aient confiance en nous. Et cette confiance, quand on vient et quand on rencontre quelqu'un et qui nous vend quelque chose, on l'a plus. Et du coup, si on arrive dès le début, je fais là je vous propose 50% sur ma formation et attention, c'est que maintenant. Je ne fais pas confiance à cette personne. Et donc justement, faut beaucoup donner gratuitement, ou en tout cas, faut donner de l'information, faut donner de la valeur pour ensuite un jour peut-être monétiser. Donc si on veut monétiser d'un coup, c'est peut-être pas le meilleur business pour le coup. Puis ça dépend ça dépend vraiment de chaque business. En tant que créateur, hein. Ouais. Et en tant que créateur, après c'est pareil. Alors en tant que créateur, si vous partez sur le principe qu'il faut monétiser tout de suite, oui, il y a des impératifs. Aller travailler au McDo, je veux dire, il y a pas de monétisation instantanée d'ailleurs, on le voit sur les publications. Publications les plus commerciales. Et franchement, bravo pour le succès que ta vidéo a eu, parce que les publications les plus commerciales, c'est pas celles qui marchent le mieux. Et donc, il faut aussi donner énormément de valeur pour que derrière, ils puissent s'intéresser. Et ensuite, on les fait passer dans des tunnels d'acquisition qui permettent justement de travailler. Après, le plus simple pour aller monétiser sur de la création, sans création de contenu, mais sur LinkedIn, vous allez directement voir votre cible et vous leur proposez, vous l'ajoutez, vous leur proposez vos services. Dernière question, c'est la question de Nadia. Sur TikTok, peut-on faire des vidéos longues? Oui, mais on est limité quand même, puisque une vidéo sur TikTok c'est 60 secondes maximum. Aux États-Unis, ils ont expérimenté une fonctionnalité qui permet d'aller jusqu'à 3 minutes. D'accord. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire quand même qu'on est dans l'ère. On en parlait juste avant. J'ai donné un exemple que j'ai donné qui était intéressant, c'est que les jeunes, en tout cas les plus jeunes, ont du mal à se concentrer longtemps sur un contenu. Déjà, on a une attention qui est beaucoup plus faible qu'à l'époque. À l'époque, il y a 10 ans, un être humain, son attention moyenne, lorsqu'il consommait un contenu, c'était 12 secondes. Aujourd'hui, en 3 secondes, il fait son choix. Il a 3 secondes d'attention. C'est 3 secondes de moins qu'un poisson rouge, parce qu'un poisson rouge, il a 6 secondes d'attention. Et ça veut pas dire qu'on est devenu plus bête qu'avant, ça veut dire qu'on est soumis à beaucoup plus de contenu, mais qu'en fait, notre cerveau, il fait le choix beaucoup plus rapide de s'il va regarder ou non le contenu. Donc, il est beaucoup plus fort dans l'analyse et la rapidité. Et du coup, lorsque on le perd un peu dans le contenu, lorsque le contenu est trop long, il va pas durer. Et je vais donner un très bon exemple. Il y a la Ligue professionnelle de football qui dernièrement, je l'ai dit juste avant, j'adore cet exemple, qui a demandé une étude à une grosse entreprise de conseil dans le digital, parce qu'effectivement, en fait, on se rend compte que les jeunes aujourd'hui ne regardent plus les matchs 90 minutes. Ils vont sur YouTube et regardent les résumés de 4 minutes. Ça les fait chier de regarder un match en entier. Et justement, tout l'enjeu, c'est de se dire comment j'arrive à passer le bon message dans un temps le plus court possible. Ça veut pas dire que les contenus longs sont morts. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, il faut s'adapter à sa cible et ne pas faire trop long. Donc, déjà un contenu long sur Facebook. Je voyais le patron de Chef Club ce matin, le fondateur de Chef Club, qui est un gros média sur la food, et il me disait aujourd'hui, nous, les contenus longs, il parle de contenus longs, c'est 3 minutes. 3 minutes, c'est rien par rapport à un contenu de télé ou un reportage Netflix ou autre. Voilà, on donnait un exemple aussi tout à l'heure, c'est les jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils consomment du contenu, ils accélèrent la vidéo, ils passent en x1,5 ou même x2. Donc faut pas se poser la question de justement, est-ce que les contenus longs marchent, c'est
comment je vais réussir à créer du contenu qui est le plus court pour passer mon message le plus rapidement possible. Et on l'a vu par rapport justement au football et à Free, l'opérateur qui justement a acquis ces nouveaux droits de but dès qu'ils sont dès que des buts sont marqués, on diffuse la séquence du but sur les réseaux Free. On a dit qu'on parle pas football, Pierre. On parle pas de football, c'est vrai, c'est vrai. En revanche, j'ai remarqué que c'était beaucoup 6 secondes d'attention pour un poisson rouge. Voilà. Merci à tous les trois. Merci Ruben Tayeb, influenceur et fondateur de l'agence Cocon. Merci également à vous, Jérémy Bendayen, influenceur et fondateur de l'agence Splash. Et merci également à vous, Shubham Sharma, influenceur et fondateur de l'agence Facile. Merci à tous les trois d'être venus partager, distiller vos conseils. Restez encore connectés. Il est 16h32, minute 33 minutes très précisément. Et on va procéder au tirage au sort. Je vais demander maintenant à Lucie de venir me rejoindre. Et nous allons communiquer celui ou celle qui va remporter un smartphone offert par notre partenaire Orange. Merci Lucie. Alors, on va tout de suite afficher à l'écran les 10 personnes qui remportent les goodies offerts par les digiteurs. Vos noms, prénoms et comptes Instagram vont être affichés. Et j'ai l'immense plaisir, au nom des digiteurs, au nom de la CCI et au nom de Orange, de remettre un smartphone Samsung au compte Crocon, la vie à pleines dents. Toutes nos félicitations. Bravo pour ce smartphone remporté par notre compte Instagram. Merci infiniment à tous nos intervenants qui ont brillé et qui nous ont donné les meilleurs conseils. Merci à vous trois et merci à celles et ceux qui étaient avec nous ce matin et cet après-midi. Merci également, bien sûr, aux équipes des digiteurs. Merci également aux équipes de la CCI Paris-Île-de-France qui, tout au long de l'année, vous donnent rendez-vous sur son site. Les digiteurs qui, tout au long de l'année, grâce à ces conseillers, vous accompagnent si vous souhaitez créer votre entreprise, si vous souhaitez développer votre entreprise. C'est ici que ça se passe, c'est avec les digiteurs et avec les équipes des CCI Paris-Île-de-France. On se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux avec les replays divers et variés que vous retrouverez sur le site des digiteurs, également sur les autres plateformes. Merci infiniment de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques semaines pour de futurs événements. À très vite et bonne fin de journée. Au revoir. Merci.